Voilà, c'est bon, ce webinaire va bientôt démarrer. On autorise tout le monde qui était en salle d'attente. Hop. Donc peut-être, ouais, je vous laisse autoriser la salle d'attente. Ah non, Yelena est là, c'est bon. Donc c'est elle qui va s'en charger. Donc bonjour à tous, bienvenue aux universités d'été d'AgroSolutions. Bon, pour ceux qui étaient là déjà ce matin, ça va être un petit peu une redite, mais voilà, c'est important d'introduire ce qu'on a voulu faire avec ces universités d'été. Donc l'objectif de cet événement, c'est de vous faire passer une rentrée en toute sérénité. Et donc pour cela, nos équipes ont travaillé pour vous préparer une série de webinaires sur des thématiques clés, en tout cas qui vont vraiment faire l'actualité de l'agriculture et de l'alimentation cette année. Et donc on va vous refaire un petit planning de ce qui va suivre ensuite. Donc c'est à l'heure du déjeuner, deux webinaires, voilà, un à midi et un à 13 heures. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les thématiques sur notre site internet. On vous enverra le lien. Et puis, donc, des replays seront disponibles ainsi que nos présentations. Voilà pour la partie introductive. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation du Teams. Et donc, nos experts se feront un plaisir d'y répondre. On va garder un petit peu de temps en fin de webinaire pour cela. Pour ma part, donc, je suis Ludivine Alardon, directrice en charge des opérations du cabinet. Et donc, pour cette première session, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Kinner, qui est manager ACV éco-conception chez nous, et Alexandre Moreno, qui est notre référent ACV, analyseuse de cycle de vie, mais on vous en dira bien sûr plus tout au long de ce webinaire. Voilà pour l'introduction. Du coup, bah, je vous laisse. Ah non, je continue avec la présentation du cabinet. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on trouvait intéressant de vous rappeler un petit peu qui on était. Donc, AgroSolutions, on est un cabinet de conseil en agro-environnement, filiale d'Invivo, qui regroupe plus de 200 coopératives agricoles à travers toute la France et donc représente la moitié des agriculteurs, ce qui nous permet d'avoir les pieds dans les bottes, comme on dit, un lien privilégié avec le terrain et des solutions qui soient vraiment concrètes. Voilà, donc on compte 48 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs agronomes qui sont répartis au sein de 6 bureaux en France. Notre siège est à Reims, mais nos clients sont bien sûr sur tout le territoire. On existe depuis plus de 45 ans. En fait, on a démarré en étant le centre technique agronomique du réseau des coopératives agricoles Invivo. Alors, un centre technique agronomique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les agriculteurs ont besoin de connaître les produits qu'ils vont utiliser, leur impact sur les rendements et environnemental. Et donc, ça s'organise à travers les coopératives qui vont organiser des tests au champ sur les parcelles. Et donc, ces analyses sont historiquement et encore aujourd'hui animées par nos équipes AgroSolutions. Et voilà, c'est tout un département, un pôle qui nous tient vraiment à cœur parce que ça permet d'avoir à nos équipes une légitimité très forte sur le conseil et encore une fois, cette présence terrain qui est importante pour nous. Autre point, merci. Autre point important qu'on voulait mettre en avant, parce que ça nous caractérise, toutes nos méthodes sont issues de références et de projets qui sont développés avec la recherche scientifique, les instituts référents dans chaque domaine. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'être en avance de phase avec des acteurs clés et de procurer le meilleur conseil. Parmi ces sujets-là, je ne vais pas tous les détailler, n'hésite pas à défiler Mathilde directement, mais voilà, parmi ces sujets-là, le carbone qui est un sujet qui nous est cher. Donc, via le projet Carbon Sync, on a développé la méthode grande culture du label bas carbone avec le gouvernement français. Et via le projet Marvic, on est mandaté par la Commission européenne au sein d'un consortium de 15 centres de recherche pour écrire justement la feuille de route du carbone farming européen. Il y a également, on travaille beaucoup aussi sur la biodiversité. Cette année, on a beaucoup travaillé sur la qualité et quantité de l'eau, qui est vraiment au cœur des thématiques actuelles avec le changement climatique. Et puis, un sujet qui nous occupe énormément aussi, c'est la santé des sols. Voilà, et puis donc toutes ces méthodes-là sont certifiées, donc label bas carbone, pour répondre aussi aux standards RSE qui font référence dans la réglementation et pour vous permettre de répondre aux grands enjeux de la conformité sur lesquels on va tous être bien challengés cette année, SBTI, CSRD, etc. Tous les petits mots qui résonnent pas mal en ce moment.
Voilà, et puis donc grâce à nos 48 collaborateurs et puis leur expertise que vous pouvez voir ici, on va construire, on va agencer des méthodes sur mesure pour vous aider à concevoir votre stratégie de transition environnementale, la mettre en place et la mesurer. Et donc, voilà, depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre. Et puis, on intervient sur toute la chaîne alimentaire avec un accompagnement auprès de l'amont agricole, donc tout ce qui est coopérative, fournisseurs d'intrants, groupements d'agriculteurs, les industriels de l'agroalimentaire, et puis aussi les territoires, que ce soit des acteurs privés, comme les acteurs de l'énergie ou les gestionnaires de l'eau, que publics, comme des institutionnels ou des collectivités. Voilà, pour l'introduction, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vous laisse bien la parole, Mathilde et Alexandre. Merci Ludivine. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je pense que je vais un peu introduire d'abord ce qu'est l'ACV, hein, qui est la base de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'éco-conception et l'affichage environnemental. Donc, c'est une approche méthodologique qui vous permet en fait de quantifier une empreinte environnementale. Et donc, qu'est-ce qu'une empreinte environnementale, si ce n'est en fait que la somme de tous les impacts environnementaux qui sont générés par la production d'un produit ou d'un service à l'échelle du cycle de vie entier. Donc, l'idée, c'est quand même, avec l'approche ACV, c'est de pouvoir voir, comme son nom l'indique, l'intégralité du cycle de vie, donc que ce soit les impacts liés aux intrants agricoles, à la production agricole, à l'extraction des matières premières d'emballage, à la transformation, à la distribution, etc., jusqu'à la gestion de la fin de vie des produits. Quand on regarde l'intégralité du cycle de vie et ce qu'on considère comme un impact environnemental, ça va être à la fois ce qui va être lié à l'extraction des ressources, donc extraction des matières premières non renouvelables, énergie, captation par le biais de la séquestration carbone, notamment pour les prairies et les forêts. Et en échange de cette utilisation de ressources, on va aussi générer des impacts liés à des émissions vers l'environnement, et on va évidemment produire un service rendu par un ou des produits. Donc, de la même manière qu'on va raisonner sur une approche multi-acteurs, donc sur une filière entière pour l'ACV, on va aussi regarder plusieurs types d'impacts. Donc, on ne va pas uniquement se focaliser sur le changement climatique comme on peut le faire pour un bilan carbone, mais on va regarder les différents types d'impacts, à la fois, donc, comme je le disais, pour la captation de ressources non renouvelables, et les impacts liés aux différentes émissions, donc les différentes pollutions, vers les trois milieux que sont l'air, l'eau et les sols. Et donc là, c'est une liste que vous avez qui est non exhaustive d'enjeux environnementaux qui sont captés par l'ACV et qui vous permettra de quantifier, on va dire, ces différents enjeux-là. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs types d'approches pour quantifier une empreinte environnementale et pour rentrer dans une démarche proactive de gestion de son empreinte. Donc, il y a les approches dites qualitatives qui vous permettent d'avoir une première idée des forces et faiblesses de vos produits. Donc, c'est-à-dire, par exemple, mettre en place des cahiers des charges. Donc, c'est vraiment une stratégie d'objectif de moyens, mais qui ne vous donne pas d'informations concrètement sur l'empreinte et l'impact environnemental de vos produits, mais qui vous permettent déjà de rentrer dans une démarche. Ensuite, vous avez tout ce qui va être quantitatif, donc par exemple les bilans carbone, qui vous permettent derrière de chiffrer et de justifier de vos progrès que vous pourrez faire d'année en année. Et donc, l'idée de l'ACV, au-delà de cette approche quantitative, c'est de pouvoir gérer un aspect qui est le fait qu'il va être multicritère. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement regarder un enjeu environnemental, comme peut l'être le bilan carbone pour une organisation donnée, mais on va regarder l'impact environnemental du produit sous plein d'angles différents, et donc une quinzaine d'indicateurs environnementaux. Et ça permet principalement d'éviter les transferts éventuels de pollution, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez mettre en place une stratégie pour réduire votre empreinte carbone, vous changerez de type d'énergie, par exemple en installant plus de photovoltaïque, etc. Vous allez réduire votre empreinte carbone, mais vous allez augmenter votre dépendance aux métaux, qui est une ressource aussi non renouvelable. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc pour résumer, on est sur une approche qui est multicritère, multi-étape. Là, tu peux passer assez vite. Merci. Standardisé. Donc c'est-à-dire que c'est normé ISO 14040 et on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait une étude ACV. Donc il y a une règle méthodologique
à poursuivre, et des revues critiques indépendantes qui peuvent être faites lorsque l'on on communique publiquement les résultats. Si on pouvait donner une définition, ce serait que l'ACV, c'est une conversion des matières et d'énergie en impact potentiel. Donc, on va faire le bilan, en fait, bilan matière, bilan énergétique d'une filière, et on va traduire ça en impact potentiel. Donc, on parle bien d'impact potentiel parce qu'on est sur une approche de modélisation. On ne va pas faire des analyses terrain. C'est une approche qui est attachée à la fonctionnalité d'un produit, donc une approche vraiment centrée sur le produit et pas sur l'organisation. Et c'est un outil d'aide à la décision, comme vous allez pouvoir le voir avec l'éco-conception que présentera Mathilde. Donc là, je voulais vous présenter très brièvement un exemple pour que ça ne soit pas que théorique. Donc imaginons que voilà, il y a une laiterie qui souhaite faire une ACV de yaourt. Alors ce qu'on va faire avec elle, c'est que l'on va d'abord, on va dire, définir les objectifs. Donc il y a énormément, on va dire, de variétés dans les objectifs qui peuvent amener les structures à réaliser des ACV. Et cela va orienter en fait le périmètre d'étude de l'ACV et le type de données à collecter. Une fois qu'on a cadré ça, on va engager, on va structurer le périmètre et engager une collecte de données terrain où on va aller collecter de l'information sur tous les intrants de la laiterie et tous les sortants. Donc forcément les ingrédients, mais tous les auxiliaires de production, énergie, eau, gaz réfrigérant, etc. Et puis pour la sortie, on va regarder tout ce qui sort, donc les productions qui sont valorisées économiquement et les déchets qui, eux, sont plutôt des sorties qui ne sont pas valorisées économiquement, qui vont être derrière gérées par une filière. Passé. Pardon, oui, c'est... Pas de souci. Une fois que les données ont été collectées, donc là vous avez un exemple de données que vous pouvez voir, que l'on peut être amené à demander en fait aux structures, qui vont être principalement des données annuelles. En fait, l'idée c'est d'avoir vraiment une information sur tous les flux entrants et sortants d'un système donné qui peut être par exemple la laiterie, mais qui peut être également une exploitation agricole ou une filière intégrale. Une fois qu'on a fait ça, on va de notre côté traiter les données, les passer à la moulinette d'un logiciel ACV qui s'appelle Cimapro, hein, qui est le logiciel numéro 1 sur le marché, et qui permet de faire pas mal de choses au niveau paramétrage et vraiment d'adapter la modélisation, on va dire, aux objectifs de toi qui souhaite faire une ACV. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple de résultat brut sorti directement du logiciel. Notre rôle, nous, derrière, c'est de pouvoir interpréter ces résultats et les traiter, les restructurer de telle sorte qu'ils soient beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus simples d'accès. Donc là, tout simplement, juste pour résumer, vous avez les différentes couleurs qui représentent les différentes étapes du cycle de vie et leur contribution pour chaque indicateur. Donc en bas, vous avez tous les indicateurs environnementaux qui sont quantifiés. Et ça vous permet derrière d'avoir un ordre de grandeur sur qu'est-ce qui compte le plus pour les différents types d'indicateurs. Alors, différents objectifs pour la CV. Donc, il y a deux principales applications qui peuvent être réalisées. Donc, à la fois, si vous voulez vraiment travailler en interne, engager une démarche d'amélioration continue. Donc, la CV peut vous aider à ça. Notamment si vous voulez quantifier votre empreinte au fur et à mesure, ou si vous avez une stratégie carbone ou biodiversité, ça peut être intéressant aussi de check certains indicateurs. Et donc ça vous permet d'identifier les marges de progrès, de concentrer les investissements sur des choses qui vont avoir un impact plus majeur que pour certains types d'investissements. Initier une démarche d'éco-conception et vous comparer vos produits, alors soit dans votre propre gamme de produits, soit à l'extérieur, et donc comparer avec des concurrents ou avec des référentiels au niveau français ou européen. Autre manière d'utiliser la CV, c'est derrière de le valoriser sous forme de communication. Une fois que vous avez mis en place une démarche d'amélioration continue, derrière vous pouvez le valoriser et donc pratiquer l'affichage environnemental qu'on va voir tout à l'heure, accéder à de nouveaux marchés et puis engager de nouveaux partenariats. Donc des clients qui sont plus intéressés par on va dire les produits verts entre guillemets. Super, merci Alexandre. Donc Alexandre l'a dit, la CV est une méthode d'évaluation qui permet à la fois de répondre à un objectif
d'engagement dans une démarche d'éco-conception ou d'affichage environnemental. Donc, de mon côté, je vais vous présenter un petit peu en quoi peut consister une démarche d'éco-conception. Donc déjà, quand on parle d'éco-conception, qu'est-ce que c'est? L'éco-conception, c'est une démarche, un mode de fonctionnement de projet qui vise à intégrer des aspects environnementaux donc dans la conception et le développement de produits. C'est une démarche qui est standardisée par une norme ISO et qui s'appuie donc sur l'ACV. Cette démarche d'éco-conception, elle s'inscrit souvent donc en continuité des démarches plus à l'échelle de l'entreprise et des ambitions que peut avoir un groupe ou une entreprise, comme l'a dit Alexandre. Pour prendre un exemple qu'on connaît bien chez AgroSolutions, ça va être le groupe Mondelez, qui a une démarche d'entreprise qui s'appelle Made Right, qui est une démarche RSE avec des engagements sur le plan environnemental, notamment des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence 10% d'ici 2025, sur la date des émissions de 2018. Voilà. Mais donc intéressant, démarche, engagement globaux, ambition générale. Et comment ça se décline au niveau des marques et au niveau des produits? Eh ben, plutôt par une démarche en fait d'éco-conception à l'échelle d'une filière ou d'un produit. En l'occurrence, on travaille avec l'U sur leur charte LU Harmonie, qui est une charte qui a été mise en place déjà en 2008 sur un biscuit emblématique de la marque qui était le Petit Beurre et qui vise aujourd'hui à s'étendre vers une grande diversité de biscuits et qui est une charte au niveau de la production agricole et en l'occurrence de la production du blé qui rentre dans les recettes, dans les recettes des biscuits et qui passe par du calcul d'indicateurs sur une méthode ACV. Donc voilà, c'est vraiment l'éco-conception, on considère vraiment comme une déclinaison opérationnelle à l'échelle du produit d'une ambition un peu plus globale sur l'enjeu environnemental. Donc, à quoi ça sert l'éco-conception finalement? Donc, améliorer ses impacts. Aujourd'hui, ces démarches d'éco-conception, elles se sont beaucoup développées dans le secteur du textile et des équipements. Peut-être où il y avait plus d'enjeux réglementaires ou d'affichage. Cette notion d'éco-conception, elle percole doucement dans l'agroalimentaire et c'est intéressant justement de voir finalement la dynamique qui a lieu sur d'autres secteurs pour l'appliquer à l'agroalimentaire. L'ADEME aujourd'hui soutient énormément ces démarches-là, par des financements notamment, on le verra, et par aussi des outils pour les cabinets de conseil tels qu'AgroSolutions. Et l'ADEME a réalisé différentes études pour analyser en fait l'impact économique et stratégique de démarches d'éco-conception au niveau des entreprises. Et ce qu'il en ressort, c'est que des projets d'éco-conception sur des catégories de produits permettent, pour en l'occurrence un tiers des enquêtés dans le baromètre éco-conception de l'ADEME, permet d'augmenter les volumes de vente. Donc voilà, impact non négligeable et intéressant au niveau économique, au-delà de l'impact environnemental. Et par ailleurs, ces projets permettraient une réelle amélioration de l'image de marque et de la notoriété. Et aussi, dans une moindre mesure, une meilleure relation avec les clients, les fournisseurs, et aurait un rôle aussi fédérateur en interne. Et ça, c'est vrai qu'on le constate dans notre accompagnement côté AgroSolutions. C'est des démarches qui mobilisent des équipes assez en transverse au niveau des industries qu'on accompagne. Et c'est vrai que c'est assez, souvent, c'est assez fédérateur et motivant en interne. Donc, quand on parle éco-conception, on parle de projets d'amélioration des impacts environnementaux, mais ces démarches-là peuvent
finalement aboutir à différents niveaux, on va dire, dans la reconfiguration du produit en question ou des gammes de produits en question. On pense d'abord à un niveau un peu plus basique, on va dire, d'amélioration des impacts, qui est ce qu'on appelle le niveau 1, mais peu importe, c'est une démarche d'optimisation du produit. Donc pour un produit agroalimentaire, on pense beaucoup à l'emballage. Ça va être optimiser les impacts, faire des petits ajustements, des petits changements qui permettent d'améliorer les impacts. Donc sur l'emballage, sur la recette, ajuster certains ingrédients, abaisser certaines teneurs en ingrédients assez impactants, optimiser la logistique. Voilà, ici on est sur de l'optimisation. Souvent c'est associé aussi à une réduction des coûts. Ça peut être l'optimisation, enfin, voilà, on est sur une logique d'optimisation économique aussi. À niveau 2, quand on va un peu plus loin dans une démarche d'éco-conception, on travaille davantage sur de la reconception. On est sur l'objectif et que le produit reste, voilà, garde le même service, rendre le même service au niveau gustatif, etc. Mais on va travailler peut-être de manière plus approfondie, notamment sur des chartes de pratiques agricoles, sur la valorisation de coproduits qui pourraient être insérés dans des recettes, etc. Donc là, il y a un petit peu plus de travail, on va dire, de R&D, d'accompagnement. Ça va être des projets qui vont être menés plutôt sur du long cours. Et puis des niveaux 3 et 4 où là on est plus en rupture et parfois des projets d'éco-conception simplement d'optimisation de produits vont aboutir à d'idéation et à d'identification d'innovation. Donc des nouveaux concepts de produits, des ingrédients de rupture, par exemple, voilà, passer de biscuits ou de chips à base de pommes de terre vers des chips à base de légumineuses, donc ingrédients moins impactants, mais voilà, c'est un produit totalement différent, ou bien équiper une industrie avec des capteurs ou des balances très fines qui utilisent l'intelligence artificielle pour réduire le gaspillage sur les lignes, etc. Donc là, on est plus sur des innovations de rupture, mais voilà, on tend vers ça. Et un dernier niveau, finalement, ça peut être aboutir à de tout nouveaux concepts. Et là, voilà, on est plutôt sur une rupture de modèle et un questionnement sur le service rendu par le produit. Donc en agroalimentaire, on voit passer des innovations autour des modes sur des modes d'achat, des courses en ligne, etc. Bon, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, mais voilà, pour vous expliquer que souvent, il y a différents niveaux. Souvent, une entreprise va débuter plutôt par le niveau 1 et va mêler par des projets de R&D des niveaux 2, 3, voire 4, en traitant de la thématique de l'éco-conception. Alors, maintenant, voilà, concrètement, donc ça, voilà, j'ai essayé de définir un petit peu ce que c'était que l'éco-conception, mais concrètement, quand on travaille à l'amélioration de son empreinte environnementale, on travaille sur l'ensemble de son cycle de vie, comme l'a dit Alexandre, et on va identifier, rechercher des actions qui peuvent être mises en œuvre sur l'ensemble de ce cycle de vie. Donc, ça va passer par de la sélection de matériaux à moindre impact, ou d'ingrédients à moindre impact, la réduction de l'utilisation de certains ingrédients à impact, l'optimisation de techniques de production, donc là la réduction des consommations d'énergie, le choix d'autres sources d'énergie, l'optimisation logistique, aussi des consignes en termes d'utilisation des produits. Pour le cas de produits alimentaires, des consignes en termes de cuisson, privilégier certains modes de cuisson moins énergivores, optimiser aussi la durée de vie au sens réduire plutôt le gaspillage alimentaire. Et enfin, optimiser la fin de vie, donc là, travailler sur la recyclabilité des emballages. Donc voilà, tout ça, ce sont des leviers qu'on active dans des projets d'éco-conception, qu'on explore en fait, sur lesquels on cherche à trouver s'il y a des solutions dans chacune de ces catégories, on va dire.
voilà, maintenant qu'on a balayé un peu les objectifs et puis les actions d'une démarche d'éco-conception, ce qu'on souhaitait vous présenter, c'est voilà, comment peut se structurer un tel projet pour que vous ressortiez aujourd'hui de ce webinaire avec un peu une idée d'étape que pourrait prendre cette démarche, comment ça pourrait se mettre en place. Alors déjà, en termes de durée, un projet d'éco-conception, tel qu'en tout cas, Consolutions les accompagne, ça peut durer de 6 mois à 2 ans. Il y a vraiment, selon l'ambition et puis voilà, des durées assez variables. Une première étape, c'est bien sûr l'ACV, le diagnostic environnemental pour connaître ses impacts et se positionner. Ensuite, on est vraiment sur une phase d'idéation où là, un cabinet de conseil type AgroSolutions va se placer plus en animateur pour faire émerger des idées, co-construire donc des idées en identifiant toutes les pistes de solutions possibles pour réduire les impacts. Et là, on le verra, il y a un gros enjeu autour de la priorisation parce qu'en fait, souvent, au niveau de cette étape, on arrive avec une très longue liste d'idées possibles, de solutions possibles. Et ensuite, faut resserrer et prioriser, je vous en reparlerai. En étape 3, on revient vers l'ACV et on modélise en fait les solutions qui ont été identifiées. Par exemple, je pense à un industriel biscuitier, changer un four à gaz par un four électrique. Ok, il s'agirait maintenant de valider l'intérêt environnemental de cette piste et se dire, finalement, à l'échelle de mon produit, de combien de, quel est mon gain environnemental, quel serait le pourcentage de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, si on raisonne sur le carbone, si je mettais en place ce levier. Et donc là, on retourne dans les logiciels ACV et on peut modéliser, tester en fait ces pistes-là pour que l'industriel derrière ait à disposition en fait les gains environnementaux potentiels et puisse aller vers les solutions les plus pertinentes. Ça, c'est l'étape 3, plutôt une étape de modélisation. Et ensuite, une étape de mise en œuvre, ici, on identifie concrètement comment, l'idée c'est de concrétiser, faire évoluer le produit, lancer les projets R&D, etc. Et enfin, étape de valorisation, puisque dans un projet d'éco-conception, on est sur une démarche tournée vers le marketing et le consommateur. Donc ensuite, il faut que ça aboutisse et voir comment on communique, comment on communique sur la démarche, comment on communique sur les bénéfices. Voilà, c'est pour nous la dernière étape. Et bien sûr, on peut retourner derrière sur un diagnostic, c'est une démarche itérative au sens où on peut aussi étendre cette démarche sur différentes gammes de produits, commencer par un, puis étendre à d'autres produits. Donc c'est une démarche type, mais ça peut se renouveler aussi derrière sur d'autres produits. Et enfin, pour finir avec cette démarche, je vous disais, il y avait un point important qui était finalement prioriser et passer à l'action, on va dire. Et pour ça, un moment clé pour nous, c'est le moment où on essaye de hiérarchiser en fait toutes les solutions qui ont été identifiées pour réduire son empreinte environnementale, réduire l'empreinte environnementale du produit sur lequel on travaille. Comment s'y prendre? Alors ici, on vous propose un outil souvent qui permet de mettre en regard par exemple le coût de mise en place, la facilité de mise en œuvre de ces actions. Je parlais du four électrique. On va le placer là. On va évaluer le gain environnemental potentiel. Et ensuite, c'est un outil d'aide à la décision pour sélectionner finalement les solutions, les actions les plus pertinentes d'un point de vue environnemental, mais aussi stratégique pour l'entreprise. Voilà pour l'éco-conception et la démarche qu'il y a derrière, le type de projet qu'il y a derrière. Pour finir, là, juste simplement, j'ai parlé de l'ADEME et du soutien apporté à ces démarches d'éco-conception. Il y a différents dispositifs de financement qui existent en fait, portés par l'ADEME et BPI France. Ça cible tout type d'entreprise, donc des PME à des bien plus gros groupes, sur des enveloppes assez variables. Donc ici vous avez l'ensemble des informations sur la slide, mais on pourra
On pourra y revenir si besoin dans les questions. Je vais pas détailler chacun des guichets de financement, mais en tout cas, voilà, côté AgroSolutions, on est prestataire habilité par BPI France pour accompagner les diagnostics, les projets d'éco-conception qui seraient financés par le guichet en question qui s'appelle Diag Éco-Conception. Et puis voilà, on est très proche de l'ADEME pour être aussi prestataire dans le cadre de ces appels à projets et appuyer certains industriels à monter leur dossier aussi de financement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce point. Je laisse la parole à Alexandre pour voilà, vous présenter le deuxième volet finalement d'application de l'ACV qui est la partie affichage environnemental. Merci Mathilde. Donc en effet, une fois qu'on a mis en place un projet d'éco-conception, ce qui peut être intéressant, c'est de le valoriser et du coup afficher une information environnementale pour le consommateur. Alors juste pour contextualiser un peu la présentation, il y a plusieurs types de communication environnementale, hein, donc qui sont toutes normées. On a par exemple d'un côté, on va dire les démarches volontaires d'autodéclaration qui visent à voilà, renseigner le consommateur sur un ou plusieurs indicateurs environnementaux de manière chiffrée. On va avoir tout ce qui va être écolabel qui est géré au niveau européen, qui est une structuration qui va dire, met en avant les produits qui ont bénéficié d'un travail d'éco-conception. On va avoir tout ce qui est éco-profil, qui vont être une retranscription simplifiée d'une ACV sur quelques indicateurs et qui permettent de renseigner, on va dire des partenaires. Donc ça va être plus une approche centrée B2B. Et enfin, on va avoir un nouveau dispositif qui est, on va dire, le score empreinte environnementale, qui est du coup un système de scoring basé sur un cadre méthodologique. Et donc c'est là, ici, un dispositif encadré qui réutilise, on va dire, l'approche ACV, mais de manière harmonisée pour pouvoir comparer différents produits sur un marché donné. Et donc c'est sur cette approche qu'on va centrer, on va dire, la présentation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'affichage environnemental? Alors, c'est un moyen d'informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des produits ou services qu'ils consomment, simplement, avec deux objectifs, donc de la part de l'ADEME et des ministères. C'est à la fois de jouer sur la demande, donc c'est-à-dire de pouvoir informer et sensibiliser les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs pratiques alimentaires pour leur faire changer d'habitude de consommation et aller vers une consommation de produits à moindre impact, et en même temps de faire évoluer l'offre des produits alimentaires, donc de jouer sur l'offre et des modes de production pour engager du coup les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire dans cette démarche-là pour qu'ils puissent se concurrencer et tirer vers la bonne direction tous ensemble. Donc juste pour faire un petit point sur où on en est au niveau de l'affichage environnemental. Donc pour l'instant, il y a eu une expérimentation d'affichage environnemental qui s'est terminée fin 2021, qui a permis un peu de cadrer et de permettre à certains acteurs de proposer certains types d'affichage. Donc là, vous avez sûrement entendu parler de l'EcoScore, du Planet Score. Donc voilà, ce sont des affichages qui sont issus de cette expérimentation, qui sont des affichages qui ne sont pas encore officiels, en attendant l'affichage officiel qui va arriver dans pas trop longtemps. Donc l'affichage environnemental est harmonisé et potentiellement obligatoire sous 3 ans, donc là ça dépendra des arrêtés qui seront mis en place par le gouvernement, avec des premiers scores officiels qui arriveront à la fin d'année. On le rappelle, hein, mais c'est un score qui va être basé vraiment sur l'approche ACV comme base scientifique, avec 5 secteurs pionniers, dont l'agroalimentaire et le textile, qui sont, on va dire, les têtes de proue de ce dispositif et qui vont sortir leur score officiel, leur méthode d'affichage à la fin de l'année. Et puis, chose à prendre en compte, c'est que dans cette approche-là, on va intégrer en fait une modélisation des externalités environnementales positives. Donc ça, c'était un reproche qui a été fait en fait au début de l'expérimentation d'affichage sur l'ACV qui prenait assez mal en compte, on va dire, les impacts liés de la biodiversité, les impacts sur la biodiversité à la parcelle. Donc c'est des choses qui ont été intégrées dans le système, dans le dispositif. Alors, évidemment, c'est quelque chose, l'affichage, c'est quelque chose qui est pas facilement intégrable pour toutes les structures. Une ACV, c'est quand même une étude, qui peut avoir un certain coût. Et donc,
forcément, on ne va pas obliger toutes les entreprises à réaliser une ACV. Donc, l'idée de l'affichage, c'est d'avoir trois niveaux de précision. Un niveau 1 qui permettra aux petites structures, du coup, de réutiliser des données ACV moyennes publiques qui sont présentes dans Agribalise et de pouvoir ajuster un peu cette base de données-là via un outil public qui se nomme Ecobalise. Et donc, les entreprises pourront, on va dire, paramétrer certaines choses comme la recette, l'emballage, le label, etc. Ensuite, viendra en place le niveau 2, qui sera un peu plus gourmand en données. Et donc, les entreprises pourront paramétrer de manière un peu plus conséquente. Et donc, réutiliser toujours cette structure qui est la base de données ACV Agribalise, mais pourront vraiment spécifier de la donnée de manière plus importante via des outils privés qui sont des outils ACV simplifiés qui permettent, on va dire, aux acteurs de à la fois renseigner leurs données et puis de générer directement leur score et les impacts environnementaux dédiés. Et enfin, le niveau 3, qui est en fait une ACV complète. C'est-à-dire que si vous avez réalisé une ACV dans votre coin, que vous avez suivi on va dire, la norme ISO 14040, derrière, vous pouvez théoriquement pouvoir intégrer le dispositif d'affichage. Mais ça reste pour l'instant encore assez flou, hein. C'est-à-dire que les niveaux 2 et niveau 3, pour l'instant, les cas méthodologiques sont très très flous. Donc on ne sait pas encore comment ça va s'intégrer dans le dispositif d'affichage. Donc c'est pour ça que là, je vais concentrer la présentation aujourd'hui sur le niveau 1, qui est un peu plus sûr et qui va arriver bientôt. Ouais, vas-y, tu peux passer. Je passe, pardon. Donc un petit mot, évidemment le niveau 1 il s'appuie principalement sur la base de données Agribalise, donc qui est une base de données ACV publique française de production agricole et agroalimentaire. Donc c'est une base de données qui est composée de milliers de produits qui s'appuient sur la base de données SQL, et pour chaque produit est renseigné les 16 indicateurs environnementaux de la méthode de calcul d'impact qui a été sélectionnée, qui est la méthode IF qui a été développée au niveau européen. Et en fait, sous ces impacts-là, en fait, sont agrégés en score unique. Si tu peux passer l'animation, merci. Donc, vous avez en bas à gauche, voilà, les différents indicateurs environnementaux, là, comme je vous ai présenté tout à l'heure pour l'ACV, l'exemple d'ACV. Donc, chaque indicateur est quantifié. Et après agrégation, donc via un système de pondération, on obtient en fait un score unique sans unité, qui permet derrière de servir de base de notation en fait aux produits, ou en tout cas à la catégorie de produits représentés. Donc voilà, vous pouvez aller voir en fait sur le site, hein, tout est public, et vous avez accès en fait à plein de catégories de produits. Vous pouvez voir en fait la répartition de l'impact pour chacune des catégories de produits. Donc voilà comment va se décomposer le niveau 1. Donc vous allez avoir en fait voilà l'ACV de la base de données Agribalise comme toile de fond. Donc vous allez en fait, quand vous allez avoir votre produit que vous l'aurez affiché au niveau 1, vous allez l'associer en fait à une catégorie de produits qui est dans Agribalise. Derrière, vous pourrez utiliser en fait Ecobalise comme moyen de paramétrer votre recette, le type d'emballage que vous utilisez, ou vraiment spécifique, si vous avez un cahier des charges donné avec un label spécifique, vous pourrez le spécifier. À cela, en fait, va s'ajouter un indicateur complémentaire qui s'appelle la biodiversité locale, qui a été développé vraiment pour le dispositif d'affichage environnemental et qui va, on va dire, s'ajouter aux 14 indicateurs classiques ACV. Et après agrégation et pondération, comme je l'ai dit, on obtient derrière une score unique, donc une note sur 100, auquel va être ajouté un système de bonus, malus, en fonction, on va dire, des labels. Et donc ces bonus-là, ce sont des bonus liés principalement à la biodiversité territoriale, donc une quantification qualité des infrastructures agroécologiques présentes sur le système agricole, une résilience territoriale, c'est-à-dire la diversité des cultures dans l'espace et dans le temps, donc est-ce qu'il y a des rotations ou pas, et pour les produits animaux, des bonus de conditions d'élevage en fonction des surfaces de parcours des animaux, des temps passés en extérieur. Donc l'idée là aussi, c'est de favoriser un peu plus tous les systèmes extensifs. Donc voilà, les bonus seront bien normalement probablement attribués en fonction des cahiers des charges et des labels. Là, c'est juste pour vous montrer le visuel d'Ecobalise, hein, qui est là encore en version bêta, mais qui est public, hein, vous y avez aussi accès. Donc voilà, si vous tapez Ecobalise
sur votre moteur de recherche, vous pourrez retrouver assez facilement. Il y a le site de l'ADEME. Donc là, vous avez ici des paramétrages possibles de recettes et d'origine des ingrédients, des paramétrages sur le type de transformation et sur les types d'emballage. Et puis derrière, à la fin, vous avez votre score total avec les différentes répartitions du score avec l'intégration du bonus-malus. Pour résumer, donc on a un score qui est basé sur le kilo de produit, donc c'est quelque chose quand même qui est important à noter, qui est agrégé de plusieurs indicateurs environnementaux, donc on a une quinzaine, qui vont être agrégés en un score unique, en intégrant à la fois des indicateurs ACV classiques, plus un indicateur complémentaire correctif et un système de bonus-malus. Ça va être un mix de données génériques basées sur Agribalise et de données spécifiques que les entreprises vont pouvoir renseigner dans des outils dédiés pour pouvoir spécifier au mieux leurs notes. Dans l'idée, on va être sur quelque chose assez similaire au Nutri-Score en termes d'affichage, mais pareil, ça c'est encore pas calé officiellement. Donc là, c'est pas le logo officiel, hein. Mais on serait sur une note de A à E avec l'ajout potentiel d'un score numérique pour une comparaison un peu plus fine, justement parce que sinon certaines catégories de pourris en fait seraient tous en D ou en C, donc ça serait un peu problématique. Et enfin, l'agenda. Alors, comme vous pouvez le voir depuis la dernière année, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Donc évidemment, il y a une mise à jour d'Agribalise, donc qui va être mise à jour globalement tous les 1 an et demi, 2 ans, qui peuvent rebattre les cartes un peu de l'affichage environnemental, simplement parce que la CV, c'est quand même une science assez neuve, qui connaît un fort développement, et donc les bases de données sont de plus en plus solides, de plus en plus structurées, et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus en plus fin, de plus en plus juste, justement pour pouvoir comparer différents types de produits sur le marché. Des méthodes ont été développées, notamment par le groupe d'intérêt scientifique Rivalim sur le nouvel indicateur de biodiversité locale, sur une spécificité plus importante sur les emballages et sur un système de pondération qui est encore en débat, en tout cas qui est en débat cet été lors des consultations. Et donc l'annonce officielle en fait d'un système de pondération et de la méthodologie devrait intervenir, on va dire, très très rapidement. On a eu le développement des cobalises aussi, fin 2022, début 2023. Et donc l'idée là, c'est de pouvoir mettre en place un affichage niveau 1 pour octobre, donc c'est demain, quoi. Et pour l'affichage niveau 2, on va être plutôt sur la fin de l'année, par contre, de l'année prochaine. Donc peut-être que ça, voilà, c'est des systèmes qui vont aussi se développer en parallèle, mais en tout cas on aura au début juste l'affichage numéro 1 officiel. Voilà, merci Alexandre. Donc voilà, se termine ici notre présentation donc sur la partie éco-conception affichage environnemental. Vous avez dû voir, et puis Ludivine l'a dit en introduction, il y a d'autres rendez-vous là cette semaine. Voilà, sur un ensemble de sujets autour de l'environnement et de l'agriculture. Et voilà, et demain on parlera de la décarbonation de l'amont agricole. À midi, rendez-vous à midi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y a des questions. Avez-vous des exemples d'entreprises qui se sont lancées dans l'éco-conception sur des marchés B2B? Oui, on travaille actuellement pour le groupe Bouvard Biscuitier. Donc alors B2B, en tout cas, ils font de la marque blanche. Ils travaillent pour la MDD, donc Carrefour, Lidl, Bjorg, etc. Ils sont fabricants de biscuits, donc pas directement. Voilà. Ok. Voilà. Comment seront contrôlées les déclarations des entreprises dans le cadre de l'affichage environnemental, Alexandre? Alors, pour l'affichage, on va dire au niveau 1, tout simplement, en fait, là, pour l'instant, on se base que sur des données publiques. Donc, la recette, l'emballage, ce genre de choses-là, en fait, est déjà connu. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Par contre, en effet, pour les niveaux supérieurs, niveau 2, niveau 3, là, on va être sur des choses un peu plus compliquées. Donc, il y a des outils, en fait, qui vont se développer, qui vont être dédiés.
Et il y aura un système de contrôle probablement par une entité externe qui va faire des audits et des contrôles sur les données qui sont renseignées, on va dire, dans ces outils-là. Mais pour l'instant, comme je le disais, il n'y a rien qui est vraiment cadré. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt les entreprises privées qui développent des outils qui vont être force de proposition sur comment intégrer des systèmes, on va dire, de contrôle de la donnée et comment aussi intégrer, on va dire, une partie d'information sur la qualité de la donnée qui est renseignée, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a enfin, toutes les données ACV ne se valent pas, que ce soit dans Agribalise ou dans le niveau de précision que l'on peut apporter à son étude ACV. Et donc c'est intéressant quand même de savoir également le niveau de qualité, le niveau c'est-à-dire de pertinence de la donnée remplie par ce dispositif-là. Donc sur une approche niveau 2, pour l'instant, tout reste à être construit. Sur une approche niveau 3, techniquement, si la donnée est vouée à être rendue publique, il y a on va dire, un contrôle via une revue critique externe d'un indépendant. Donc là, c'est cette personne-là qui vérifie que les données ne sont pas aberrantes et sont réalistes. Merci Alexandre, il y avait une question sur le coût moyen pour connaître l'ACV d'un produit. Bon, je pense que c'est dépendant de pas mal de choses. Le coût d'une ACV, oui, c'est dépendant en effet de la complexité du périmètre, on va dire. Si je peux donner une fourchette, ça va être entre 15 et 25 000 euros. Ok. Sur une ACV, voilà, on n'est pas sur des ACV simplifiés tels que une ACV ISO compatible. Sur Agribalise, on accède au score des produits alimentaires. Comment accéder aux données relatives aux matières premières associées aux itinéraires culturaux? Les conventionnels, bio, CRC. Alors en effet, il y a deux versions de la base de données Agribalise. Il y a une version publique où on a les informations en effet sur la partie produits finis. Mais il y a également des informations sur on va dire, les produits agricoles, une fois qu'on a accès en fait à la version expert de la base de données que nous possédons et qui intègre en fait un logiciel d'ACV. Donc une fois dans le logiciel ACV, on a accès, on va dire, à toute la structuration, on va dire, et la modélisation des différents inventaires de cycle de vie qui sont générés dans Agribalise. Et donc on a accès en fait aux différents itinéraires techniques qui sont présents. Et l'ACV, est-ce vraiment un prérequis obligatoire pour se lancer dans une démarche d'éco-conception? Oui, c'est un prérequis. Disons que c'est la méthode qui est privilégiée de diagnostic des impacts pour ensuite enclencher l'éco-conception. Oui. En tout cas, voilà, c'est très lié. L'ADEME, dans ses financements, finance des projets d'éco-conception avec condition que ce soit sur base ACV. Donc, ouais, la réponse est plutôt oui. Et pour le niveau 1 et pour le niveau 2 et le niveau 3, ça sera donc payant pour pouvoir affiner la donnée au produit par rapport à la catégorie, n'est-ce pas? Forcément, si c'est niveau 3, a priori, c'est qu'il y a eu réalisation d'une ACV. Alors après, sauf si vous avez votre propre expertise en ACV, derrière, vous pouvez générer vous-même votre ACV. Probablement qu'il faudra payer quand même au moins la revue critique. Donc je pense que niveau 3, en effet, il y a un coût d'investissement. Sur le niveau 2, je suppose que les outils privés vont pas être gratuits. Donc je pense qu'il y aura un coût d'abonnement à ces outils-là. Voilà. Mais pour l'instant, non, c'est pas plus. Ok. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on est tout bon. Merci en tout cas, Mathilde et Alexandre. J'espère que voilà, ce sujet de l'affichage environnemental, éco-conception, ACV est plus clair pour tout le monde. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter directement. On va vous envoyer la présentation et il y a leur contact donc, voilà, en dernière page. Le replay sera disponible donc, sur notre chaîne YouTube, je pense à partir de la semaine prochaine. Et encore une fois, rendez-vous demain à midi pour le prochain webinaire qui portera sur la décarbonation de l'amont agricole. Merci à tous
Et puis, bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.